What does Los Angeles mean to me? I've always thought that LA is a place where dreams come true. Los Angeles is like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. Hello, je m'appelle Sophie Janinet et vous écoutez LA Portraits. L'été touche à sa fin. Après les aventures estivales, il est temps de ranger les vacances dans des valises en carton, de troquer les cigales pour le bruit de la machine à café et de reprendre le chemin de la maison. Ou du quotidien tout simplement, si on a pratiqué ce qu'on appelle ici les staycations. C'est la contraction du verbe rester et du mot vacances. Donc être en vacances mais sans partir. Ce qui est toujours plus agréable à faire quand on est bien chez soi. Chez soi. Une expression que j'aime tellement. Ça m'évoque plus que le simple fait d'avoir un toit au-dessus de la tête. C'est le confort d'un espace où on se sent libre d'être soi. Est-ce que vous ressentez ça en passant la porte de l'endroit où vous habitez ? C'est un sentiment génial, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. Il peut être complexe à ressentir. Il faut réunir certaines conditions. Les fondamentales comme la sécurité et le confort, et puis ensuite la question de l'appartenance. L'appartenance à un lieu, l'appartenance à une communauté. Et puis la relation avec les murs aussi. Est-ce qu'on peut vraiment se sentir chez soi si les murs qui nous entourent ne nous appartiennent pas ? Mais acheter un toit, ce n'est pas rien. Encore faut-il pouvoir se le permettre. Et à Los Angeles, où je vis, c'est vraiment tout un programme. Est-ce qu'on se loge de la même façon en Europe et ici ? Qui peut se permettre d'acheter une maison ? Comment ça marche ? Quelles sont les choses auxquelles on ne s'attend pas quand on choisit de vivre ici ? Alors dans cet épisode, on va parler d'immobilier à Los Angeles. Parce que le sujet est vaste et qu'il est aussi révélateur de la situation ici dans toute sa complexité actuelle, comme un thermomètre qui prendrait la température, au-delà de l'aspect purement économique. Le marché est clairement influencé par tout ce qui se passe à Los Angeles depuis le début de l'année. Et puis bien sûr, le parc immobilier fait rêver des millions de gens partout dans le monde. Ceux qui rêvent d'une vie sous les palmiers au soleil, ou qui ont regardé les films et les séries dont les maisons de LA sont le décor depuis des décennies. Et plus récemment encore, ceux qui regardent la télé-réalité qui suit le quotidien des agents immobiliers de luxe à Hollywood. Vous en avez déjà entendu parler ? Peut-être que vous avez regardé ces émissions. Et est-ce que vous vous êtes demandé à quel point ce qu'on y voit est représentatif de la réalité du marché immobilier ici ? Pour le savoir, je me suis adressée à l'une d'entre eux. Je m'appelle Paola Tejada Lalinde, je suis agent immobilier ici à Los Angeles, à Christie's International, et on est basé à Beverly Hills. Je suis péruvienne et colombienne et mon mari il est belge et on a une petite qui est née à Washington DC. Paola Tejada Lalinde a beau être relativement nouvelle à Los Angeles, elle a déjà intégré la prestigieuse équipe de Christie's International. Et vous la verrez peut-être même apparaître dans la prochaine saison de Selling Sunset. Je ne sais pas vous, mais moi je me demande vraiment ce qu'on ressent quand on passe de l'autre côté de l'écran comme elle l'a fait. Vous êtes prêts à me suivre à Beverly Hills ? C'est parti. Virginia Woolf parlait d'un lieu à soi. Je rêve d'avoir une maison depuis longtemps. Un chez-moi qui soit vraiment à moi. Mais la question que je me pose, c'est où ? L'année de mes 21 ans, je suis partie vivre plusieurs mois à Bucarest, en Roumanie, pour y faire de la radio. J'ai découvert les hauts et les bas de vivre loin de ce que l'on connaît. Et pour la première fois, je me suis demandé, est-ce que ici pourrait devenir chez moi ? Et ça, c'était une expérience incroyable. 2 ans plus tard, je partais à Istanbul étudier le journalisme. Bien sûr, j'ai aussi fait de la radio là-bas. Et je me suis posé d'autres questions. Ou plutôt, elles se sont imposées à moi. Et après ça, la boîte de Pandore était ouverte. J'ai souvent repris mon sac et mon micro pour aller poser ces questions ailleurs. Je suis tombée amoureuse de l'odeur des eucalyptus du sud de l'Australie, qui se mêlait à celle de l'océan ou du jasmin qui grimpait sur le porche de la maison que je partageais avec des amis. Je revenais souvent en France et au fil de mes retours, j'ai compris, en retrouvant l'odeur du pétrichor des bois de ma Bourgogne natale, ce que l'attachement aux racines a de puissant, de plus fort que nous. Et pourtant, aujourd'hui, je vous parle de Los Angeles, où je suis depuis 3 ans déjà. Je ne sais pas vraiment si je m'y sens parfaitement chez moi. Et de toute façon, acheter ici, c'est hors de question. Parce qu'en habitant dans une des villes les plus prisées du monde, ce rêve ne m'a jamais semblé aussi inaccessible. Et pas seulement pour moi, pour plein d'autres millennials. C'est ce que m'a confirmé Jason, un ami à moi, qui vient lui de trouver la maison de ses rêves ici, avec sa future femme.
C'est dommage parce que beaucoup de mes amis me disent qu'ils ne pourront jamais s'acheter une maison. Ce n'est pas une expérience aussi normale pour nous que ça a pu l'être pour nos parents. À l'époque, tout le monde passait par là. Aujourd'hui, on est tous en location, surtout à Los Angeles. Tout le monde m'a confirmé que c'est vraiment le marché immobilier le plus difficile quand on veut acheter. Alors, vous vous demandez sûrement comment Jason a fait pour trouver sa maison en entendant ça. Bien sûr, sa compagne et lui se sont créés un capital. Jusque-là, pas de mystère. Mais ils se sont aussi armés d'énormément de patience. Acheter une maison à Los Angeles, c'est quasiment un boulot à plein temps. Avec ma fiancée, on visitait des maisons tous les week-ends, vraiment, 4 ou 5 par week-end en général. Je dirais que sur 10 maisons, il y en avait à peu près une qui nous plaisait. Sachant que le prix de base, c'est $1 million. Il y a des maisons qui sont listées pour moins que ça, genre 900 000, 950 000, et ça attirait une clientèle plus large, notamment des jeunes comme nous, qui s'imaginaient qu'ils avaient leur chance. Mais à chaque fois, l'acheteur qui était choisi était en fait celui qui proposait bien plus. On a fini par comprendre le truc, et par développer nos trucs aussi. Par exemple, au-delà d'un certain nombre de gens qui arrivent en Tesla, on savait que c'était mort pour nous. On a identifié 2 profils surtout. Les couples âgés qui voulaient une maison plus petite maintenant que leurs enfants sont partis, et bien sûr leur capital, celui de la grande maison de famille qu'ils vendent, est bien plus élevé que le nôtre, et aussi d'autres sortes de gens riches plus Hollywood, qui arrivaient avec leur agent immobilier. Mais au bout de 15 mois, on a enfin trouvé. Et ce qui nous a sauvés, c'est que normalement, les maisons sont montrées vides, ou plus souvent, mises en valeur avec des meubles, de la décoration pour que ça donne envie. Celles qu'on a réussi à acheter, les photos de l'annonce étaient franchement pas terribles. Et pour la déco sur place, ils avaient mis des vieux meubles pas très sexy. Mais nous, ça ne nous a pas empêché de voir le potentiel. Et on a foncé. On est soulagé d'avoir trouvé, même si les en ligne ne s'arrêtent pas là. Après ça, il y a toute une logistique et de la paperasse à gérer. L'assurance surtout. Avec les catastrophes naturelles, beaucoup d'assurances ne veulent plus assurer les maisons ici. Et maintenant qu'on a passé cette épreuve-là, on découvre ce que c'est d'être propriétaire. Et c'est exactement ce qu'on nous avait dit. Énormément de travaux. Avec l'électricité et la plomberie, il faut tout faire. Mais on est content. Je suis tellement heureuse pour Jason qu'il ait trouvé ce qu'il cherchait. Chaque expérience est différente en fonction de notre patrimoine, et à Los Angeles, elles peuvent varier drastiquement d'un quartier à un autre. La ville est tellement étendue qu'on y trouve vraiment de tout, du taudis absolu jusqu'au palace ultime. Et si je vous dis palace, maison de star, prestige, Rodeo Drive, vous pensez immédiatement à Beverly Hills. Le quartier huppé par excellence qui attire touristes, fashionistas et influenceurs du monde entier, avides de se filmer dans les rues devenues célèbres notamment par des scènes de cinéma, comme celle, devenue culte, de la séance de shopping de Julia Roberts dans Pretty Woman. Ou plus récemment sur les réseaux sociaux, via les extravagances de ceux qui peuvent se permettre de faire leur shopping dans le supermarché Erewhon, où les stars s'achètent des produits du quotidien à des prix indécents. We're at the most expensive grocery store in the country. Okay, this is a $19 strawberry from Erewhon. Only eating viral foods on the menu at Erewhon. The $20 Hailey Bieber. J'ai compté et je suis allée 3 fois à Beverly Hills en 3 ans. Mais aucune n'était aussi excitante que de m'y rendre pour aller rencontrer l'invité de cet épisode. Hi, I'm here to see Paola. Yes. She's actually here. Thank you so much. Ça va? Paola Terrada de la Linde n'est pas n'importe quelle agente immobilière. Elle a vécu aux 4 coins du monde, y compris en France. Et l'immobilier pour elle, c'est une reconversion, après des années dans la communication de grandes organisations caritatives en Europe et aux US. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais parler avec elle. Parce qu'elle a cette perspective globale, basée sur des expériences diverses. Sans parler de sa gentillesse et de son charme désarmant. Et comme 2 anciennes parisiennes, on a tout de suite commencé par évoquer les différences entre l'immobilier en France, à Paris et à LA. J'aime bien quand les Parisiens arrivent parce qu'ils sont tellement habitués, par exemple, aux appartements et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'avec leur budget, ils peuvent se permettre une petite maison. Et d'accord, ici, peut-être les Américains vont dire « Ah ben, elle est trop petite et les chambres sont trop petites et il n'y a pas d'air conditionné ». Mais pour les Parisiens, même, ils sont là, bah, c'est génial, on a un jardin pour nous et tout. Donc,
J'aime bien ça aussi. Et genre, parce qu'ils ont toujours grandi sans air conditionné, donc quand c'est près de la plage et tout, souvent c'est pas un problème, quoi. Donc ouais, les attentes sont différentes. L'air conditionné, je pourrais parler pendant des heures, donc je vais me retenir. Paola, je vais me retenir. Quand je suis venue à Los Angeles, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais quand je suis venue à Los Angeles la première fois en vacances, tu découvres certains bâtiments très modernes avec des formes que tu n'as jamais vues. Tu es là, ah, c'est sympa. Et puis les beach house, il y a plein de choses où de l'extérieur, sans trop faire attention, tu es là, waouh, waouh, et tout a l'air génial. Et en fait, quand tu commences à vivre ici et que du coup, ces endroits, tu rentres dedans et que tu vois comment ils sont finis, je suis parfois choquée par le décalage entre le prix et l'absence de qualité. J'ai visité et j'ai habité dans des lieux où les murs étaient en carton. Les fenêtres n'étaient pas scellées correctement. C'est beau si tu regardes vite. Comme dans les films, tu sais, quand il y a un personnage qui marche dans les rues et que si tu regardes bien le film, tu remarques que la caméra elle a fait net sur le personnage qui marche, mais que le reste derrière, c'est un tout petit peu flou. Pour que ça ait l'air beau, mais qu'en fait, si tu défloutais, si tu regardais vraiment précisément, j'aimerais bien que tu me parles un peu de tout ça. Je vois que la qualité, c'est un truc qui manque beaucoup ici. Aux États-Unis en général, comment ils construisent les maisons. J'ai déjà vu, l'équipe a eu des listings de 5 millions, 4 millions, qui avaient des finitions qui n'étaient pas au top. Et ouais, c'est quelque chose que je vois beaucoup ici. Et donc, quand tu trouves une maison qui est vraiment bien faite, j'en ai une qui arrive à Venice, c'est des architectes qui habitaient, qui l'ont fait pour eux. Donc souvent tu remarques ça, c'est quand les gens le font pour eux-mêmes que tu vois vraiment la qualité ici. Et ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse de savoir que je vends quelque chose de qualité et que j'apporte un truc bien, vraiment bien au marché. Parce qu'il y a beaucoup de choses, si tu regardes bien, tu vas voir que c'est pas le top du top, quoi. Par exemple, une des maisons qu'on a vendues bien au-dessus du prix, c'était vraiment sur un étage, c'était même pas une maison à 2 étages. Mais elle s'est vendue à un prix de dingue parce que les finitions, le design était si exceptionnel, c'est tellement difficile à trouver que les gens ont sauté dessus et ont payé un prix que tu peux même pas des fois trouver pour des maisons sur 2 étages modernes et tout, hein, même plus nouvelles. Et pareil pour... là, j'ai des amis, des parents de l'école de Léa qui ont voulu vendre leur maison. Et c'est une toute petite maison, toute petite pour les États-Unis, de 1200 square feet. Et ils l'ont vendue genre 500 000 au-dessus du asking price. Et elle est là, mais je comprends pas pourquoi. Je dis parce que vous avez vécu là, vous avez fait tout pour vous et les finitions étaient impeccables. Je dis, c'est à ce point-là que c'est rare de trouver que les gens sont prêts à payer pour une toute petite maison 500 000 de plus parce que c'est si bien fait, quoi. Difficile de trouver un logement de qualité, mais pas que. Loin de là. Jason le disait, le marché de l'immobilier de LA est l'un des plus difficiles. Et cette année, il se passe tellement de choses ici qu'on entend tout et n'importe quoi sur la situation. Alors j'ai demandé à Paola de nous partager ses lumières sur cette période si particulière. À quel sein doit-on se vouer quand il s'agit de l'immobilier à LA aujourd'hui ? C'est ce qu'on appelle un roller coaster. Ça change beaucoup, très souvent pour le moment. Même pour nous, c'est la folie, quoi. Parce que c'est vrai que juste après les feux, les gens cherchaient des maisons à louer ou des apparts à louer parce qu'ils avaient tout perdu. Et donc c'était la folie, quoi. J'ai commencé avec une dame qui avait sa meilleure amie qui avait perdu sa maison, qui m'a connectée à son autre copine, à son autre copine, et son autre copine. Donc j'ai aidé tellement de gens à trouver des maisons à louer tant qu'ils décidaient un peu quoi faire avec leur vie après. Est-ce qu'ils veulent vraiment reconstruire? Est-ce qu'ils veulent pas? Et pendant ce temps, on a vu beaucoup ce qu'on appelle du price gouging. Donc du coup, ils montaient de prix les maisons à louer. Mais le truc, c'est que vu qu'ils ont commencé à voir ça, quand l'état d'urgence est déclaré, quand ils montent trop les prix, c'est plus permis. Donc après, maintenant, on a des règles en place. Tu peux pas augmenter plus de 10% que le prix qui était indiqué avant.
Et tu peux faire en gros en tout 15% si tu as rajouté des mobiliers dedans. Voilà, donc maintenant c'est très strict. Ça n'arrête pas d'être prolongé. C'était jusqu'au 1er juillet et maintenant ça a été prolongé jusqu'en octobre. Donc chaque fois on garde un œil là-dessus parce que c'est vrai que les propriétaires du coup, par exemple, là je vais lancer une maison à Marina del Rey. Le propriétaire, il comprend qu'il faut garder ces prix-là, mais en même temps, il est un peu dégoûté parce que du coup, le prix de marché de sa maison maintenant est vachement plus. Mais parce que les autres maisons qui ont loué, qui n'avaient jamais été louées avant, enfin, ils les ont louées à des prix de dingue, quoi. C'est important du côté de ceux qui louent d'avoir des prix abordables parce que déjà, il n'y a pas assez de maisons ici à LA pour tout le monde. Et d'un autre côté, nous, on doit gérer la déception des propriétaires qui se rendent compte que, genre, pourquoi mon ami qui a une maison plus vieille, plus petite et tout, peut toucher plus que moi. Et parce qu'il n'a jamais loué avant, et il a mis au marché au bon moment, etc. Donc, j'ai géré plus le côté Pacific Palisades. Beaucoup sont des gens assez aisés. Donc, je voyais beaucoup qui achetaient des maisons. Ils me disaient, par exemple... si c'est pas la maison de notre rêve, on veut bien acheter à 6 millions, mais si on trouve une qu'on aime vraiment, on est prêt à payer 9 millions. Donc c'était un peu ça, quoi. C'est des gens qui ont ce genre d'argent. Donc on a tout d'un coup, dans le West Side, on a vu genre les gens... il n'y avait pas assez de maisons pour tous les gens qui voulaient acheter. Mais depuis, ça s'est vraiment calmé. Et à cause des... encore les interest rates qui ne descendent pas, la peur des tarifs et aussi tout ce qui se passe ici au niveau de la présence de ICE et tout, les acheteurs pour le moment n'achètent pas. Et du coup, ceux qui ont des maisons à vendre, ils n'arrêtent pas de descendre les prix, mais il n'y a personne qui veut acheter. Donc avant, on n'avait pas assez de maisons. Maintenant, en fait, les gens n'osent pas acheter. Donc... on est sur un marché dans un marché très très bizarre parce qu'on n'a jamais eu une saison aussi calme depuis très longtemps en été et printemps. Une autre raison pour laquelle les maisons ne se vendent pas, c'est même ceux qui mettent des offres, ils sont en train de tomber à l'eau parce qu'ils ne trouvent pas d'assurance pour les maisons. Il n'y a personne qui veut assurer les maisons et ceux qui ont des prêts ont besoin que la maison soit assurée pour que les prêts soient acceptés par la banque. Ceux qui ont cash peuvent acheter, mais du coup, ils doivent prendre le risque eux-mêmes. C'est genre, si ça crame, c'est à eux parce que s'ils ne sont pas assurés. Donc, les assurances et aussi les hauts taux d'intérêt privent beaucoup de gens d'entrer sur le marché aussi. Donc, tout ça ensemble fait un mélange pas idéal, disons. Donc, alors, est-ce que tous ces gens-là, ils se rabattent sur la location ? Oui. Ou ils restent dans une maison qu'ils trouvent déjà trop petite pour eux, mais ils attendent. Par exemple, maintenant, dans Pacific Palisades, c'est dingue. C'est genre, un jour, on voyait 15 lots à vendre. Maintenant, il y en a presque, ou peut-être, j'ai pas regardé depuis une semaine, peut-être il y en a 300 maintenant. Les gens veulent juste les vendre, ils veulent pas reconstruire. Et du coup, ils se vendent, il y a tellement de concurrence qu'ils se vendent pas. Tous les lots là-bas encore. Mais je pense que ça va être reconstruit et je pense qu'après, la valeur va revenir parce que c'est si près de la plage et tout, mais j'ai des gens qui cherchent et qui sont intéressés. On va peut-être mettre une offre sur une maison. Mais d'un autre côté, ils sont là, les toxines, enfin, ils ont des enfants. Est-ce qu'on veut venir habiter ici? Si on a un bon deal, on peut vivre la vie de nos rêves. Donc, je les vois comme ça, et moi, je leur donne toute l'info que j'ai, je parle avec j'essaie de les aider, mais en fin de compte, c'est une décision très grande qu'ils doivent prendre eux, pour leur famille, quoi. Donc, En tant qu'agent immobilier, est-ce que vous bossez avec des experts pour rassurer ces gens-là? Typiquement, cette famille-là qui envisage d'acheter au Palisades une maison qui est encore debout. Comment ça se passe? Honnêtement, vu que je sais que c'est une grande décision, j'essaye pas de persuader. Je leur donne les faits et je les laisse décider d'eux-mêmes. Ça fait 2 ans que je bosse avec lui, donc son rêve était ils ont une petite maison, petite.
3000 square feet à Venice, mais ils n'ont pas beaucoup de jardin. Ils ont une petite terrasse parce que c'est la rue près de la plage, quoi, donc ça va. Mais ce qu'ils veulent, c'est plus de place pour leurs enfants qui sont maintenant plus grands. Ils veulent un jardin avec vue, avec piscine, chose qu'ils n'ont pas pour le moment. Donc moi, depuis longtemps, je leur envoie des maisons à Brentwood, à Pacific Palisades. Quand tout ça est arrivé, je lui demande, mais vous en êtes où du coup avec votre choix? Parce qu'il est là, écoute, on ne sait pas. Mais après, je continuais à leur envoyer ce que je voyais, le Elf Market, ce qu'ils ne voyaient pas. Et là, ils ont vu cette maison et ils m'ont dit, on veut aller la voir. Je suis là, ah ouais, ok, allons-y. Et donc, on est allé la voir. Souvent, les gens qui ont de tels budgets, de 3, 4, 5, 6 millions, c'est que ils sont intelligents, ils savent gérer leur argent. C'est des gens souvent très éduqués, qui savent encore mieux que moi beaucoup de choses. Mais je leur dis, ok, voici la situation. Les propriétaires, ils ont déjà fait tel et tel test. Je vous envoie les résultats. Ils sont en train de gérer avec leur assurance. Et ils sont là, nous, on a lu ça et ça dans un article. On voudrait faire tester tout ça. Donc, je dis, ok, on peut arranger ça. Mais pour faire ça, il faut qu'on mette une offre et après, on peut mettre contingent on the results. Donc, l'offre dépend des résultats obtenus. C'est ça. Donc, c'est vrai que jusque-là, par exemple, dans un achat normal, en dehors des zones de feu, dans notre équipe, on conseille qu'ils fassent tout parce qu'on veut vraiment qu'ils soient protégés, qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Donc, il y a l'inspection générale, on l'appelle, mais on leur dit faire le sewer inspection, on leur dit de faire le fireplace inspection, on leur fait tout individuellement, donc c'est un peu plus cher, mais au moins on sait the pool inspection. On leur dit de faire tout ça parce qu'on veut qu'ils soient informés. On voit s'il y a des choses à arranger, on peut aussi demander une réduction de prix, mais on veut toujours le meilleur pour nos clients. Et ici, c'est nouveau pour tout le monde de gérer autant de propriétés qui ont autant de toxines. En plus, ce que l'État dit, d'autres disent, nous, on a demandé à quelqu'un d'indépendant de le faire et c'était vachement plus haut que ce que l'État dit que c'était. Donc, je pense qu'on va devoir se faire des nouveaux contacts de plus en plus qui travaillent là-dedans pour les avoir à portée de main quand les gens veulent faire ce genre de tests. Parce que c'est des nouveaux tests qu'avant on ne devait pas forcément faire ou c'était très très rare en tout cas. Donc vous êtes en train de développer quelque part un nouveau service? Oui. Tous les agents immobiliers de Los Angeles, j'imagine. Et donc du coup je vais apprendre plus à chaque fois et du coup quand j'ai l'occasion, j'appelle ceux qui ont déjà vendu des maisons dans ces coins-là, dans cette situation-là et on apprend les uns des autres. Je connais personnellement des gens qui ont perdu leur maison, non pas à Pacific Palisades, mais à Altadena, dont je vous ai beaucoup parlé dans les premiers épisodes de ce podcast. Aucun d'entre eux n'a pu retourner là-bas pour le moment, mais beaucoup espèrent le faire dans les mois qui arrivent. Et j'ai hâte qu'ils puissent tourner la page de ce drame, même si les choses ne seront plus jamais tout à fait comme avant. Vous l'avez entendu, cette année est très particulière à Los Angeles. Et comme partout ailleurs dans le monde, les Angelinos ont parfois besoin de se distraire, d'oublier la gravité des choses le temps d'un instant, pour se concentrer sur ce qui est beau, sur ce qui vaut la peine d'être construit, reconstruit, entretenu, sauvé. Et bien sûr, quand on habite à Hollywood, pour se changer les idées, on consomme aussi beaucoup de divertissement. De qualité ou pas. Oui, cette transition est ultra périlleuse, alors restez avec moi. Parce que bien avant d'imaginer que je viendrais habiter ici, je me suis souvent adonnée à un de mes plaisirs coupables. Pour oublier la cruauté du monde, je m'abrutis devant les mesquineries franchement délirantes de la télé-réalité américaine. Et si vous vous demandez quel est le rapport avec le sujet, c'est que vous ne connaissez pas Selling Sunset. Et je ne vous blâme pas. Cette émission de télé-réalité de Netflix, qui suit le quotidien de deux manias de l'immobilier et de leur harem d'agents toutes plus sexy et dramatiques les unes que les autres, ce n'est pas ce qu'on fait de plus enrichissant. Mais c'est une vitrine sur un monde que je ne connais pas du tout, même en vivant à Los Angeles. On y voit des maisons toutes plus énormes et plus chères les unes que les autres, recouvertes de marbre et des derniers bois à la mode, avec des salles de cinéma, des terrains de basket,
Des piscines intérieures, extérieures, à débordement, avec vue imprenable sur la ville, etc. Bien sûr, les prix de ces palaces sont stratosphériques et comme je le disais, bien loin de ma réalité. Et le drama est juteux. Extrait ? Attends, c'est trop beau! Canon, oui. Oh, je veux prendre une photo ici. Cette baignoire est taillée dans un seul morceau de pierre. Ils auraient dû en utiliser 2 et la faire plus grande. Mais je l'adore. J'ouvre le robinet. Non, fais pas ça, oh mon Dieu! Jason! C'est un ensemble Valentino! T'es malade! Il y a des tensions. Je pensais qu'on était amis. Si je présente mon enfant à quelqu'un, c'est que c'est mon ami. Oui. Alors franchement, je l'emmerde. Hypocrite. Hypocrite et menteuse. Est-ce que je suis fascinée malgré moi par cet univers complètement déconnecté de la réalité ? Oui. Est-ce que je pouvais quitter Paola sans lui en parler ? Évidemment non. Paola, ton métier, moi je le connais un tout petit peu parce que, comme beaucoup de gens, je regarde Netflix, comme beaucoup de gens, j'ai regardé Selling Sunset. Et donc, j'avais une idée de ce qu'était ton métier avant de te rencontrer, avant de te parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste me dire si le show est représentatif de ce que tu vis au quotidien ? En ce qui concerne Selling Sunset, c'est vrai que c'est plus une version glamourisée du métier. Je pense que plus d'efforts va dans la présentation des belles maisons et des belles femmes et de leur choix de vêtements que dans le métier lui-même. Je pense que beaucoup d'entre elles ne sont pas vraiment des agents immobiliers. Enfin, elles ne font pas ça comme métier principal et ça se sent un peu dans comment se passe beaucoup de choses. Mais en fin de compte, ce qu'ils veulent, c'est avoir plus de gens qui regardent. Donc, ce qu'ils mettent en valeur, c'est ce qu'ils vendent le plus. Donc, voilà quoi. Les relations interpersonnelles qui... Oui, le drame, les belles femmes, le beau immobilier que tu peux presque que trouver à Los Angeles. Il y a tellement de choses différentes à voir, architecture, vue, luxe, ouais. C'est vrai que quand j'y pense, il y a vraiment des trucs où t'as à moitié une jungle dans la maison, t'as des cascades dans la maison. C'est ça. Et alors du coup, est-ce que tu as déjà croisé des gens, que ce soit dans ce show ou dans un autre? Est-ce que tu as eu l'impression comme ça, depuis que tu as commencé à travailler à Los Angeles, de quelque part passer de l'autre côté de l'écran, si toi tu avais déjà regardé ces shows avant? Oui, donc j'ai commencé par étudier pour ma licence à Washington DC et je regardais pendant mes pauses Selling Sunset sans savoir qu'un jour j'allais être à Los Angeles. Et un an après, je me retrouve à Los Angeles et la première personne que je rencontre connaît bien des gens qui sont dedans. Et d'ailleurs, ils étaient des invités, ils voyaient, c'était des clients qui regardaient des maisons, même eux-mêmes, dans le show. Donc j'ai dit, mais le monde est trop petit, quelles sont les chances? Et du coup, ici, ouais, j'ai eu des moments comme ça quand vraiment je voyais que j'avais des opportunités pour vendre des maisons de plus en plus chères, disons. Et dans ces moments-là, tout d'un coup, un autre show que je regardais sur Netflix, tout d'un coup, ces gens-là, je commence à les retrouver dans les maisons, ces agents-là. Et ils m'appellent, on a des deals ensemble. Et je me dis, mais c'est dingue. Dans ce moment-là, quand je venais de finir un show et la même semaine, tout d'un coup, ils sont vraiment dans ma vie. Je me dis, mais que à LA, genre when reality TV becomes your real life, c'est dingue. Non, c'est un peu hallucinant. Mais en même temps, beaucoup de choses dans cette ville le sont. Donc, t'es là, ok, c'est encore une expérience. Et est-ce que l'équipe de Selling Sunset t'a déjà contacté? Oui, donc ils nous ont contactés plus tôt cette année. On a plusieurs maisons comme ils aiment bien, un peu de luxe comme ça, et dont une que j'avais à 4 millions. Et donc ils sont venus filmer. Ouais. Alors comment on se sent quand le téléphone sonne et que c'est quelqu'un qui dit « Bonjour, c'est la production de Selling Sunset » ? C'est dingue. Mon partenaire de travail, lui, il avait déjà eu l'expérience l'année dernière, mais ils n'ont pas utilisé ce qu'ils avaient filmé. Mais là, cette année, je suis sûre qu'on va le voir. Et ils ont filmé à 3 des maisons qu'il a, dont celle qu'on a ensemble. Et
il m'a fait la surprise, il est là, je dois te dire quelque chose. Et je suis là, quoi? J'étais un peu stressée, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que c'est positif, négatif? Il est là, non, il faut que ça soit en personne. J'ai dit, oh là là. Et donc on se retrouve pour boire un café à West Hollywood. Et là, il sort son téléphone, il commence à me filmer. Je suis là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, so I wanted to tell you that we're going to be on Selling Sunset in 2 days. Je suis là, quoi? 2 days! Et il est là, ouais. Je suis là, j'ai que 2 jours pour préparer la maison parce que je voulais mettre du meilleur art, je voulais que ça soit encore mieux, tu vois. Donc 2 jours après, j'étais là pour le tournage. Et j'étais là, waouh! Non, c'est intéressant comment ça se passe. Ils remplissent tout le garage avec genre une équipe de genre 20 personnes. Ils ont tous leurs écrans, toute la production là-dedans. Et ouais. Oui, c'est-à-dire que dans le show, on voit peut-être... ils prennent pas mal le temps pour montrer la maison, donc j'imagine que c'est ça que tu as fait, mais on a quand même l'impression que ça se fait en 1 heure, alors qu'en fait, j'imagine que eux, entre le moment où ils arrivent, ils installent tout, ils font le tournage et ils repartent, ça doit prendre beaucoup plus de temps en fait. Ah ouais, non, ça prend, disons, je crois qu'ils passent 10 bonnes heures à la maison. Ils arrivent le matin vers 7-8 heures, ils partent vers 19 heures. Nous, ils ont besoin de nous que genre 20 minutes, quoi. Et le reste, c'est eux. Après, ils sont quand même retournés le lendemain pour faire encore plus de B-roll. Donc, je dis ça, c'est bon signe. S'ils prennent encore plus de temps pour retourner. Et en plus, ils avaient 2 des agents qui sont venus. Donc, les agents que tu ne peux pas nommer. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas nous dire qui sont les agents? Parce que j'ai signé un contrat avec eux que même là peut-être je dis trop, je sais pas. Mais ouais. Mais ils veulent garder toutes les surprises pour après. Et crois-moi qu'on veut être surpris, donc je suis ravie que tu n'en dises pas trop. Et par contre, s'ils n'utilisent pas la scène, parce qu'on ne sait jamais, parce que peut-être ils ont des choses qui sont plus intéressantes, mais après je veux bien te raconter ce qui s'est passé. Dans tous les cas, je serais ravie. Okay. Mais juste pour finir sur ce sujet-là, est-ce que tu peux quand même nous dire, sans rien révéler bien sûr, ce que ça fait de faire ton boulot, mais de le faire en ayant l'impression de jouer peut-être un peu la comédie parce qu'il y a des caméras? Vu que c'est vraiment mon métier et que c'est une maison que j'essayais de vendre, je me suis vraiment mis en tête, je vais être le plus naturel possible et faire comme si c'était n'importe quel autre agent qui est un vrai acheteur qui veut venir et à qui je dois vendre la maison. Et donc, je me suis mise dans cet état d'esprit-là. J'essayais de ne pas y trop penser. Je me tournais, je donnais le dos à toute la production et je regardais mon business partner, comme on dit. Et je lui parlais, je suis là, ok, genre, fais-moi penser à autre chose. Et après, quand ils étaient là, ok, on y va, j'étais assez contente. Je me suis dit, bah tiens, genre, je suis fière de moi parce que... Oui, ça aurait pu être plus difficile, quoi. Ouais. Tu penses que au final, t'as bien géré? Ouais, parce que j'ai juste fait mon travail. Tu penses que ça va avoir quel impact sur l'agence Christie's si effectivement vous êtes dans les morceaux qui sont choisis pour la saison? Je sais pas, je pense que ça sera positif. Il y a d'autres agents qui ont déjà été sur le show l'année dernière, donc ça va pas être une première pour eux. Et aussi, on a des très grands noms qui ont fait $1 million listing ou quoi. Il y a beaucoup de stars de télé ici. Il y a même l'agent qui représente les Kardashians qui a son équipe ici. Donc, on a vraiment... Business as usual. Oui. Tu penses pas que ton téléphone va plus sonner après Selling Sunset si tu passes? Je pense que ça dépend de moi, de comment on l'utilise. Si ça se passe, on peut commencer à faire des reels avec ça, on peut commencer à l'utiliser dans beaucoup de notre marketing imprimé, etc. Donc je pense que si nous, on est stratégique, ça peut avoir un impact.
Juste une dernière question. Si tu passes, est-ce que tu vas montrer à ta fille en mode « Regarde, maman, elle est à la télé !» Je pense que oui. Elle va souvent en maison. Elle est là, maman, pourquoi tu vends toujours des grandes maisons si chères pourquoi? Mais elle est là, elles sont belles, elles sont très grandes. Et genre maintenant, elle est un peu blasée. Mais je pense que ça va être marrant de lui montrer. Je suis là, regarde qui est là. Et elle va être fière, quoi, je pense. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de LA Portraits. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé fascinantes les coulisses du marché immobilier de Los Angeles. Si vous voulez voir les maisons affolantes qui sont en vente ici, sans pour autant céder aux sirènes de la télé-réalité, vous pouvez tout simplement suivre Paola sur Instagram. Le lien de son compte est dans la description de l'épisode. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur toutes les plateformes de podcast où vous pouvez écouter LA Portraits. N'hésitez pas à partager cet épisode à tous vos potes, qu'ils soient plutôt team locataire ou résidence secondaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de LA Portraits.